Eh ben, bienvenue et merci d'être présent pour donc ce deuxième webinaire sur l'avancée des cultures sur notre station expérimentale à Roumassouz. Donc le but de ce webinaire, c'est de vous faire un suivi, enfin un espèce de reportage photo avec quelques retours d'expérience et quelques données là pour l'instant récoltées sur la saison en lien donc, dans une série de 3 webinaires. Un premier webinaire qui avait été fait au printemps sur les intentions, les itinéraires techniques visés et un point sur la santé du sol de Roumassouz. Ce webinaire-ci, donc en cours de route dans un été plutôt caniculaire, et il y a un troisième webinaire qui est prévu à l'automne pour faire un retour, cette fois on va dire plus rond en termes de chiffrage, parce qu'on aura les résultats de toutes les cultures à la fin de la saison de plus. Donc moi, c'est Valentin Laubrier, enchanté. Je suis ingénieur conseiller à Agrouf depuis 4 ans et depuis 2 ans, j'ai une casquette de chef de culture sur les terres de Roumassouz. Et bonjour tout le monde, moi c'est Camille Béral, je suis chargée de recherche à Agrouf et je coordonne aussi les activités sur le site de Roumassouz et en charge aussi en partie de la gestion technique du site. Donc le planning pour cette heure qu'on a devant nous, c'est donc de vous présenter assez succinctement Agrouf, le site de Roumassouz et Arbre à Tatouille. De vous faire un reportage photo, donc ça c'est le cœur vraiment de notre présentation sur l'avancement des cultures mi-saison avec notre retour d'expérience. Et après, de déjà commencer à élaborer les questionnements pour la suite de la saison et la saison prochaine. Pour les interventions dans le chat, on a un ordinateur juste à côté pour suivre le chat en parallèle. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'on va pas forcément avoir un temps spécifique à la fin de la formation, fin du webinaire pour les questions. Donc, n'hésitez pas en cours de route à poser des questions dans le chat, voire Pouvez à lever la prendre, main. ouais, voilà, lever la main ou prendre la parole avec vos micros. Lançons-nous. Donc, l'équipe d'Agrouf, on est 13 à Agrouf, basé dans le Gard, à côté d'Anduze, à Boissé-Gaujac. On est une SCOP depuis Nescope depuis 2013, mais Agrouf existe 2013. depuis 2000, ouais. Et donc, dans notre équipe, donc 13 salariés de la SCOP, tous associés, et, euh, et nous avons plusieurs activités. Une activité historique de recherche, de l'ingénierie de projet, de la formation. On a également développé un outil pour faciliter les financements privés qui vont soit vers la recherche, l'ingénierie ou la formation, mais surtout l'ingénierie. Et on développe également pas mal d'outils d'aide à la décision pour mieux concevoir les projets agroforestiers. C'est Agroof dans les grandes lignes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site d'Agroof. Et donc, zoomons sur les terres d'Oroumassouz. Les terres d'Oroumassouz, donc c'est des terres sur lesquelles on a un bail emphytéotique grâce à Terre de Liens depuis maintenant 2 ans, où nous gérons l'entièreté du site. Donc, pour vous replacer le contexte, les terres d'Oroumassouz, elles sont au sud d'Alès. Donc, on est dans un climat mésoméditerranéen. On insiste sur le côté mésoméditerranéen parce que ça veut dire qu'il peut faire très chaud en été, mais qu'on a quand même des gelées en hiver. On peut facilement avoir des -8 en hiver, et c'est d'ailleurs ce qu'on a observé, on vous en parlera plus tard sur la verveine. Donc des grosses amplitudes de chaleur, et aussi avec les fameux épisodes cévenols assez connus. En termes de pédologie, on est sur des limons profonds, on est sur au-dessus de la nappe du Gardon, donc on a entre 4 et 7 mètres de limon, avec la nappe qui oscille entre aussi, on va dire, 4 et 8 mètres, grosso modo. Donc, à garder aussi en tête en termes de qu'est-ce qu'on fait de ces résultats par rapport à la croissance des arbres, des légumes et tout ça, c'est à contextualiser dans ce terrain qui se caractérise par une pousse très vigoureuse. Et aussi de se dire que les arbres ont les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Le site, dans son entièreté, il fait 11 hectares. Là, en bas à gauche, donc on a plusieurs zones. Je vais pas trop m'étayer sur les différentes zones, avec des zones plus ou moins ouvertes, plus ou moins boisées. Euh,
Et à gauche du site, on a la ripisylve du Gardon. En rouge en plein milieu, là, c'est l'espace arbre à tatouille où on mène les cultures, là, dont on va vous parler tout à l'heure. Sur le site, depuis à peu près 6 mois, on a des animaux qui sont rentrés dans la gestion globale du site, dont des brebis rayoles, qui est une race cévenole. On a eu jusqu'à 80 têtes jusqu'à il y a un mois là, à peu près, et là on est rebaissé à autour de 30 brebis. On a deux ânes aussi qui font du bon boulot là pour entrer dans des témoins forestiers relativement ensauvagés avec de la clématite entre autres. Et les brebis aussi font un boulot extraordinaire d'entretien de l'enherbement. Sur site, pour l'instant, en culture, nous avons un espace de grande culture sur 3 hectares à peu près, l'espace de maraîchage entre les trois modalités qui représente à peu près un demi-hectare, un espace de pépinière plein champ, et puis tous les espaces de sylviculture, qui soient en intraparcellaire ou des peuplements boisés. Et en gros, ce site, il a différentes vocations. Euh, pour Agrouf, la première vocation, enfin la première, il n'y a pas forcément d'hierarchie, mais c'est d'expérimenter et de comprendre les interactions arbre-culture. Donc là, Valentin l'a dit, mais en maraîchage, en grande culture, et pourquoi pas un jour aussi étudier ce que l'intérêt des arbres pour les animaux, vu qu'on a la chance d'être en collaboration là, avec Benoît Georges, donc qui nous a mis ses brebis sur le site. Euh, et d'autres vocations. Donc pour nous, c'est aussi l'occasion de pratiquer concrètement l'agroforesterie en système agroforestier mature et donc de voir comment on gère ces arbres, la lumière qu'ils font et comment on déploie des itinéraires techniques qui soient adaptés dans toutes ces cultures-là, aussi plantes aromatiques d'ailleurs que je vais pas citer. Et une autre vocation du site, c'est quand même aussi la sensibilisation et la formation. C'est un site sur lequel on accueille aussi pas mal de formations autour de l'agroforesterie chaque année et des visites aussi ouvertes dans le cadre de différents projets qu'on peut avoir sur le site. Ouais. Ouais. Et peut-être vocation à moyen terme. On a vocation d'installer des maraîchers et maraîchères dans le moyen terme. Je dis ça au cas où il y a des personnes qui soient proches de l'installation et qui visent quelque chose autour d'Alès. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact si jamais ça vous intéresse. Donc, on va vous faire une présentation assez centrée, relativement centrée sur les cultures, sur leur rendement, avec une approche plutôt technique des itinéraires techniques, de leur comportement, de ce qu'on peut observer en mi-saison. Mais on utilise ce slide-là pour dézoomer un petit peu et pour dire que il y a d'autres intérêts qui seront moins cités autour de l'agroforesterie en termes de diversification du chiffre d'affaires, de la biodiversité, du bien-être au travail et de la santé globale des sols. C'est de garder en tête que là, on va faire un zoom assez centré sur les légumes, mais qu'il y a tout plein d'apports des arbres à garder en tête qui contribuent à la performance globale des systèmes agroforestiers. Ouais. C'est une petite présentation. La plupart des choses dont on va discuter s'intègrent dans un projet de recherche qui s'appelle Arbre à Tatouille, qui est un projet de recherche participatif qui existe depuis 2015 maintenant. Dans lequel on a étudié quand même pas mal de cultures. Alors, historiquement, ce projet, il avait été initialement soutenu financièrement beaucoup par la Fondation de France pendant 6 ans et d'autres fondations privées. Et maintenant, depuis 2 ans maintenant, c'est la région Occitanie et l'Agence de l'eau RMC qui nous soutiennent sur ce projet. Et en gros, c'est réalisé en partenariat avec des équipes de l'INRA, notamment PSH, qui sera plus sur la partie analyse de la qualité de la valeur alimentaire, de la qualité des tomates, Eco et Sol, qui eux sont plus sur l'étude des effets des arbres sur la fertilité des sols et la macrofaune des sols. Et en parallèle de Roumassouz, il y a un autre site qui est suivi dans le cadre d'Arbre à Tatouille, c'est la ferme du Colibri, avec Nicolas Verzotti, qui est installé dans le Vaucluse. On voit une photo là de son système assez âgé aussi, hein, depuis 2012, donc, avec une alternance de rangs de fruitiers et de haies brise-vent qui sont orientés est-ouest. Voilà, pour briser le vent du Nord et chez qui, du coup, on fait aussi des suivis des différentes cultures. Et donc, arbre à tatouille, on y reviendra, mais c'est vraiment des essais qu'on mène principalement sur la tomate, les laitues et les pommes de terre. Et comme le disait Valentin tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a d'autres intérêts à l'agroforesterie
que l'effet sur les cultures et qu'on a étudié aussi dans le cadre d'Arbre à Tatouille, mais dont on parlera pas aujourd'hui et dont on peut trouver des ressources en ligne, mais notamment l'effet des arbres sur la régulation naturelle des bioagresseurs, sur les sols, et aussi une évaluation technico-économique de la performance de ces systèmes agroforestiers. Donc tout ça, c'est des informations que vous pouvez trouver en ligne et de toute façon, on les présente assez régulièrement aussi à travers différents moments. Et ce qu'on n'a pas mis là dans les diapos, c'est que donc là les cultures maraîchères qu'on va vous présenter, elles sont faites étudiées et mises en culture dans le cadre d'Arbre à Tatouille. Mais les cultures aromatiques, elles sont mises en culture et étudiées. On va aussi en parler, mais dans le cadre du projet Canopam, qui est un casse d'art coordonné par les TEPMAI, réalisé avec une ribambelle de partenaires. C'est vrai qu'on n'a pas mis la diapo, mais c'est important de le mentionner. Donc ce casse d'art, voilà. Je vais passer. Historiquement, alors comme on, on- on se dit que tout le monde n'a pas forcément suivi le premier webinaire et que tout le monde n'est pas forcément au courant, on s'est dit qu'on allait faire un petit historique, mais très rapide, des observations qu'on a eues sur les tomates dans Arbre à Tatouille depuis le début. Donc en fait, historiquement, sur les terres de Roumassouz, et là dont vous voyez des photos, on a mis en place différentes modalités d'ouverture de canopée, parce que du coup, on a la chance d'être sur un terrain avec des arbres bien développés qui sont vraiment hauts. Ils peuvent faire 23 mètres en moyenne de haut, quoi, on va dire. Et ils sont implantés tous les 10 mètres. Donc, vous voyez, on a vraiment quelque chose d'assez dense. Et on s'est demandé comment intervenir sur ça pour pouvoir comparer un peu ce qui se passe au niveau des légumes. Et donc, on a intervenu sur la taille des houppiers. L'idée, c'était de créer différents niveaux d'ombrage et un microclimat aussi différent. C'est un peu l'approche qu'on a eue sur Romassou, c'était de voir bah, du coup le microclimat créé par les arbres et comment ça allait impacter nos cultures. Donc, on a une première modalité, tac, bon, vous la voyez à gauche, c'est élaguer. Celle-là, on a juste intervenu sur le tronc des arbres pour couper les branches basses et favoriser la création d'une vie. Mais voilà, le houppier en hauteur est pleinement développé. Et en 10 par 10, à l'époque, les houppiers, ils se touchaient les uns les autres. Hein. Donc, on était vraiment sur une canopée fermée qui était autour de 75 à 80% d'ombrage. On a eu une modalité émondée qui aujourd'hui n'existe plus, mais à l'époque, c'était émondé. Donc, on avait rabattu juste l'ampleur horizontale des houppiers de sorte que de part et d'autre, ça aille à 2 mètres de part et d'autre de l'axe du tout. Et la modalité tétard qui est maintenue, sur laquelle on rabat totalement les branches de l'arbre tous les 2 ou 3 ans en fonction de la pousse qu'on observe. Et on en parlera, mais ces houppiers, ils sont valorisés pour faire du bois ramé fragmenté, pour pailler nos cultures, nos respirs. Et la modalité témoin, évidemment, sans ombrage, qui nous permet une approche un peu comparative et voir ce qui s'y passe. Donc, historiquement, on avait fait ces différentes modalités. Tac, ça. Et en gros, très succinctement, en suivant différentes variétés de tomates montantes, du coup, qui étaient destinées plutôt à la bouche, on va dire, on avait donc étudié 4 variétés différentes. Et le constat était quand même systématiquement le même sur 6 années d'expérimentation, hein, c'est que les plantes, enfin, elles mettent en place une réponse physiologique à l'ombrage, donc elles ont une stratégie de compensation qui s'établit avec l'étiolement des plants et un étalement de leur biomasse foliaire. Donc c'est vraiment une réponse pour capter davantage de rayonnement. Et en agroforesterie la plus ombragée, donc en modalité élaguée, c'est vrai que les tomates avaient tendance vraiment à monter très haut, au-delà de nos tuteurs et à vraiment investir beaucoup d'énergie dans la biomasse, ce qui faisait qu'elle produisait quand même moins de fruits. Globalement, il y avait moins de fleurs, moins de fruits. Et c'était vraiment marqué dans la modalité à 80% d'ombrage. Ce qu'on voyait aussi, c'était un allongement des périodes de production. Donc, il y avait un décalage phénologique qui se mettait en place avec... Mais si tu veux, c'est pas, c'est des projets c'est la LPO qui nous a commandé les plans pour le cèdre et le bouchage. il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, Vincent Lafitte, je crois. Pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Ça arrive. Et du coup, ce qu'on voyait, c'était aussi un allongement des périodes de production, c'est-à-dire que plus il y avait d'ombrage, plus elles produisaient aussi tard en saison. Par exemple, sur les tomates, en témoin, on s'arrêtait quand même autour de fin août, mi-août. Enfin, déjà, dès mi-août, ça commençait à être assez empêgué par les punaises aussi, donc ça arrêtait assez tôt. Mais en tout cas, plus il y avait d'ombrage, plus ça se décalait. En élagué, on pouvait par exemple avoir encore des tomates de belle qualité tout septembre. Alors qu'en témoin, c'était quand même terminé. Euh,
Mais globalement, ce qu'on retient quand même au-delà de ce décalage phénologique et de ces croissances exubérantes un peu et cette vigueur malgré tout en élagué, enfin sous ombrage qui était plus importante, c'est qu'on avait quand même une baisse de la production des tomates assez corrélée à l'ombrage. Et ce qu'on voyait, c'est qu'autour d'un niveau d'ombrage autour de 50%, on va dire, on avait un maintien quand même de la production qui pouvait être intéressante, mais le rendement était aussi plus intéressant dans le sens où, par rapport aux témoins, on avait moins de tomates déchets, donc qui étaient impactées par des désordres physiologiques comme le coup de soleil ou le cracking en témoin, qui déclassaient quand même pas mal de tomates. Et dans la modalité tétard, où on a 50% d'ombrage, on avait moins de ces déclassements et plus de tomates de meilleure qualité, de type catégorie 1. Donc en fait, autour de ce niveau d'ombrage, on a pu constater qu'on avait une production un peu plus intéressante qu'en témoin, dans le sens où les tomates étaient de meilleure qualité. Et on pouvait se dire qu'à ce niveau-là, on avait le meilleur compromis entre voilà, une compétition liée à l'ombrage limité, qui permet quand même à la plante de produire, et malgré tout, une protection des arbres contre les désordres, enfin contre les, les, les extrêmes climatiques qui provoquaient des désordres physiologiques sur nos fruits. Donc voilà. Et globalement aussi, ce qu'on faisait à l'époque, c'est que toutes nos modalités sont conduites pareil au niveau des itinéraires techniques, sauf au niveau de la gestion d'irrigation qui était très différente d'une modalité à l'autre, avec plus d'eau en témoin, un peu moins en tétard et beaucoup moins en élagué. Et quand on ramenait le rendement de tomates au litre d'eau apporté, on voyait que la modalité tétard était aussi la plus performante, c'est-à-dire qu'on arrivait à produire avec moins d'eau. Donc ça, c'est un peu les grandes lignes de ce qu'on a observé jusque-là sur ce type de tomates, rapidement. Et donc, on s'est posé la question, c'est pas tout de suite qu'on en parle. Et donc, on s'est posé la question à partir de cette année de comment adapter un peu nos itinéraires techniques à tout ça. Donc, c'est ce dont on va parler maintenant. Donc, en gros, tac, on n'en parle pas tout de suite, en fait. On en parlera un peu plus tard de la Ok, tomate. on Ouais, en parle un peu c'est plus pas la tard. tomate. Donc voilà un peu les conclusions de ce qu'on avait vu. Ce qu'on n'a pas redit non plus, c'est que par le passé, on avait aussi étudié les salades. On voyait que elles montaient aussi assez vite à l'ombrage. Dès 30% de développement, en fait, elles avaient tendance à monter en graines. Et, et on n'a jamais réussi à maintenir trop des salades qui étaient implantées au printemps sous couvert agroforestier. Voilà un peu les conclusions de la première session Arbre à Ratatouille. Donc maintenant, on va vous parler de ce qu'on fait maintenant. Donc on en avait un peu parlé au webinaire précédent. Mais en gros, on continue un peu sur la même lignée, si ce n'est on a changé les assolements et les itinéraires techniques, donc on va en parler. Donc cette année, ce qu'on a mis en place toujours au niveau microclimatique, chacune de nos modalités est équipée d'instruments de mesure. Voilà, c'est des boîtiers qui permettent l'acquisition en continu de différentes données comme la vitesse du vent, la température et l'humidité relative de l'air, le rayonnement photosynthétiquement actif, donc le PAR, c'est-à-dire le rayonnement qui sert concrètement à la photosynthèse. Et il y a également des tensiomètres au niveau des sols. Là, vous avez un schéma qui vaut ce qui vaut, mais en tout cas, ce que vous pouvez apercevoir, c'est que c'est nos tomates qui sont instrumentées et que, en gros, on les met à différents endroits pour répéter déjà, et puis pour aussi essayer de voir s'il n'y a pas une hétérogénéité spatiale qui se met en place au niveau rayonnement, notamment. Donc, on répète comme ça à différents endroits. Euh, Voilà. Et aussi, une autre chose qu'on fait qui est complémentaire à l'instrumentation sur site, c'est que nos arbres, ils ont été géolocalisés avec une perche RTK, de même que chaque individu de culture suivi. Et en fait, cette géolocalisation, elle va nous permettre ensuite, via modélisation, parce qu'on dispose d'un logiciel qui nous permet de modéliser les arbres en 3D et donc de simuler le taux de rayonnement transmis au sol, on va pouvoir en fait positionner chacun de nos individus dans une carte de rayonnement. Et donc, on sera en mesure, via cette modélisation, de se dire tel individu a reçu tant de lumière par rapport à tel autre individu. Parce qu'en agroforesterie, on le verra après sur d'autres photos, c'est vraiment un peu ça qu'il faut gérer, c'est cette hétérogénéité spatiale de l'ombrage qui bouge en fait au fur et à mesure de la journée. Et, euh, et donc, on essaye d'appréhender ça à travers la modélisation aussi. Sur cette hétérogénéité spatiale, là, je vois qu'on l'a pas dans la légende. Ce que vous avez sur les côtés, là, les points Ouais. marron clair, c'est le positionnement des arbres qui sont plantés en 10 par 10. Et donc, on a des jardins qui font 10 mètres de large
pour 25 mètres de longueur. Ouais. Et donc l'impact de ces arbres, selon où est positionnée la tomate dans le jardin, l'ombre qu'elle reçoit est relativement hétérogène. Mm. Donc ça c'est pour le côté ouais, prise. Enfin, on a vu pour le côté prise de données sur site. Donc on se posait beaucoup de questions aussi sur la gestion globale de la santé des sols. Ce qu'on creuse pas mal, c'est l'idée de est-ce que, dans quelle mesure une autofertilité est envisageable dans un site agroforestier comme le nôtre. Donc, on a des modalités, les modalités têtards qui sont trognées ou têtardisées régulièrement. Les branches, là, comme vous voyez sur les photos, sur le côté, sont broyées pendant l'hiver et après restituées au sol pendant l'hiver, hiver et printemps. Et donc on a pas mal d'interrogations. Déjà, on voyait que d'un point de vue théorique, en termes de si on essaie de remplacer la perte unique annuelle qu'on a à travers les études de sol, juste à travers les branches que l'on coupe des têtards au milieu de la modalité tétard, en théorie, on a assez de carbone pour compenser cette perte liée au bilan humique classique. Et donc, une des questions qu'on se pose, c'est comment intégrer ce carbone intelligemment pour pas qu'on ait des fins d'azote. Pour remédier à ça, donc je vous fais les itinéraires de façon assez courte, mais à l'automne, donc on a incorporation du carbone, on a semé un métail dessus avec de la veste velue et du seigle forestier. On a surtout mis l'accent, là, comme vous voyez sur la photo, sur la veste velue pour avoir un maximum de fixation d'azote. Ensuite, ce couvert a été détruit, sur lequel on a fait quand même un amendement de tourteaux de ricin. Tourteaux de ricin, pourquoi? Parce que l'apport qu'on a mis cette année compense le bilan humique, mais n'est pas suffisant pour, en gros, donner à manger à la culture qui arrive par-dessus. Donc, le côté fertilisation, donc vraiment donner à manger à la culture pour cette année, a été fait avec les tourteaux de ricin. Et tourteaux de ricin parce que on a une pression de campagnol qui est relativement élevée. Et donc, globalement, on essaye de remonter aussi les niveaux de matière organique des sols. Et ce qu'on a fait une fois qu'on a détruit le plus tardivement possible le couvert végétal pour qu'il nodule un maximum. Donc, on a destruction, enfouissement avec le tourteau de ricin, préparation des planches. Et après, sur tous les passe-pieds, on a fait une couche d'environ 5 cm 5 cm, en gros, ça a été calculé pour que sur 8 ans, on gagne à peu près 2 points, 2% de matière organique. Et donc, on a couvert nos passe-pieds, on a fait une quantité globale par jardin et on s'est dit, ben, ça nous fait quoi comme quantité? Donc, ça nous a donné l'épaisseur de la couverture de passe-pied pour avoir un amendement sur 8 ans. Et l'idée, c'était de faire cet effort-là, de tout mettre au printemps et pour toute la culture pour que notre carbone, en gros, commence à travailler pendant toute la saison de pousse et qu'à l'incorporation à l'automne, il soit déjà plein de champignons, en gros, et de bactéries, qu'il ait déjà commencé à travailler. Et concrètement, ce qu'on voit sur le terrain, là, ce que vous avez en haut à droite, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les ifs, mais on voit que notre apport carboné commence déjà à être bien travaillé. Donc notre espoir, c'est une fois qu'il sera réétalé sur l'ensemble du jardin et incorporé, qu'il soit déjà, entre guillemets, ensemencé, en tout cas d'un point de vue bactérien et champignon. Donc ça, c'est les grandes lignes pour le sol, sachant qu'on aimerait bien aussi intégrer le fait d'avoir des brebis sur site, surtout pour des apports plutôt de flash azoté printanier, pour compenser justement ces apports carbonés de l'automne. Donc les itinéraires techniques, les grandes lignes, c'est qu'on a donc il faut dézoomer un petit peu et voir qu'on a eu 15 ans d'agriculture bio relativement extensif qui a été mené surtout par Denis Flores sur le site et Virginie sa compagne. Et on s'est posé la question donc on a à peu près 8 ans, c'est ça, de retour
à Ratatouille sur plutôt du bio extensif et on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe si on fait des apports qui ressemblent plus à du bio intensif comme on en a, on va dire, plus régulièrement autour de nous, avec, pour vous donner des ordres de grandeur, des apports azotés pour la tomate, on est autour de 160 unités. Sur la courgette, on doit être autour de 140, pardon, de 180. Enfin, des apports, on va dire, un peu plus classiques et de voir comment est-ce que ces cultures-là se comportent avec des apports azotés plus forts. Est-ce que le fait de mieux les nourrir, entre guillemets, creuse les écarts qu'on voit à cause de l'ombrage ou au contraire, est-ce qu'elle les lisse? Euh, c'est après en termes de ouais, d'itinéraire toujours, donc on a parlé un petit peu du sol. Petit zoom sur l'irrigation, on est 100% goutte à goutte et sur la plupart de nos cultures qui le permettent, on est en toile tissée pour le maintien de l'enherbement avec, comme je vous l'ai dit, du BRF, enfin du broyat de branche en tout cas, sur les passepieds. Donc, ça se voit sur cette photo, hein. Le maintien d'environnement, c'est le nerf de la guerre à Roumassos. Ouais, on est Avec le sorgho notamment. on est très très poussant et vous le verrez d'ailleurs, c'est un autre chose à prendre en compte et pour relativiser là, les résultats de pouce, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de calculer le temps de travail qu'on met par modalité, où on voit par exemple que l'enherbement est beaucoup plus vigoureux en témoin en plein soleil que sur des modalités plus ombragées, type élagué. Alors le but c'est d'essayer de corréler en gros les différences de rendement avec aussi le temps de travail qu'on y passe. La liste des plantations pour cette année, peut-être plutôt que de vous énumérer la liste, je peux vous présenter un peu les grandes questions qu'on se pose. Oui. Sur la tomate, on a fait un peu différemment. On est parti sur de la tomate coulis, donc on est sur de la tomate F1 déterminée, de la tomate à coulis type romain et qui est censé, enfin qui pousse en buisson. L'idée de cette tomate, c'était déjà bon de faire un test sur la tomate coulis parce qu'on l'avait jamais testé sur site et de se poser la question si on va dans une démarche de réduction de temps de travail pour essayer de valoriser une notion d'agriculture extensive avec l'ombrage, de se dire bah, si mes rendements baissent avec l'ombrage, autant moins irriguer, moins fertiliser, moins y passer de temps. Et est-ce que l'un dans l'autre, on s'y retrouve? Et donc la tomate coulis va bien avec cet itinéraire technique-là, dans le sens où on n'a pas à les gourmander, on n'a pas à la tutorer, donc on réduit au maximum le temps de travail. Sur les poivrons, on se pose les mêmes questions que l'année dernière, peut-être des questions qui sont vraiment typiques au système agroforestier de cette année. On a les choux pommés et les salades. Sur la question de, avec l'ombrage, on a des réponses qui font que on a du mal à garder des légumes paumés. Parce que dès qu'ils sont mis à l'ombre, on a ce comportement de la plante qui va à la fleur parce qu'elle subit l'ombrage comme un stress et donc elle monte à floraison relativement rapidement. Et donc, on a fait les tests cette année sur choux pommés, sur brocoli et sur salade de faire une première plantation courant entre mi et fin mai et une deuxième plantation début juillet, en se disant plus ou moins que qu'on allait avoir des légumes qui montent pour la plantation printanière. Et la question, c'était est-ce qu'on observe moins de montaison pour pour la plantation de début juillet, avec une idée que la perte lumineuse des systèmes agroforestiers pourrait être compensée par une augmentation de la température. Je fais le tour assez rapidement. Après, sur le haricot, c'était vraiment de le tester parce que jusque-là, on l'avait pas testé et qui n'est pas mentionné là. On a aussi de la courge qui est testée cette année. Ah pardon, oui, et de la courge qui est testée cette année avec cette notion que la courge, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une culture longue et donc les décalages phénologiques qu'on observe avec les systèmes agroforestiers, la question c'est même si on plante tout en même temps autour de mi-mai et qu'il y a un retard phénologique à cause de l'ombrage et en gros un environnement qui se réchauffe moins vite avec moins de lumière, est-ce que sur des cultures longues comme la courge, on arrive à le compenser sur la fin de l'année? Donc, en gros, chacune de ces cultures sont suivies dans nos différents jardins. Et ben, on est en plein dedans en ce moment. En plus de conduire les itinéraires techniques, c'est qu'on conduit les suivis. Donc, à chaque fois, sur nos rangs qui font environ 25 mètres de long et qui parfois sont répétés par culture, on va régulièrement, toutes les semaines quasiment, ou toutes les 2 semaines en fonction des cultures, suivre des indicateurs de développement pour voir la phénologie,
de nos cultures et donc voir s'il y a un décalage au niveau de la première floraison et de la première arrivée à maturité, etc. On suit aussi pas mal d'indicateurs de croissance, bon, la hauteur des plantes et parfois la longueur moyenne des entrenœuds comme pour les tomates ou autres. Sur certaines cultures, on va suivre aussi les diamètres et les volumes des plantes, le nombre de tiges et la masse surfacique, qui est aussi un indicateur intéressant de masse par unité de surface foliaire notamment, et qui est un indicateur qui répond particulièrement bien au niveau d'ombrage. Donc ça nous donnera une information sur l'ombrage, en gros, auquel est exposée chacune de nos plantes. Ensuite, on fait des suivis aussi de dégâts, c'est-à-dire que quand on voit arriver des maladies ou des dégâts de bioagresseurs, on essaie de trouver l'origine du dégât et on le quantifie suivant des différentes classes. Et on fait des suivis, évidemment, de rendement pour chacune de nos cultures, de matières fraîches ou sèches. Et on regarde la qualité commercialisable de certaines de nos cultures. Et tout ça, c'est répété à chaque fois sur un minima 15 individus par rang et parfois plus, comme sur les tomates, où on verra plus tard, on essaie de mettre en place un dispositif un peu plus compliqué au niveau de l'irrigation. En plus, effectivement, on suit tous les temps passés sur les itinéraires techniques. Donc là, c'est une petite vue des modalités en mi-juin. Des modalités, notamment c'est les jardins qui contiennent les tomates, le basilic, les haricots. Donc voilà, dans chacune des photos, avec donc la modalité élaguée qui à cette époque-là était autour de 70% d'ombrage, mais quand on fait vraiment la moyenne de tous nos capteurs, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, même en fonction des rangs, on n'a pas la même dynamique d'ensoleillement et d'ombrage, hein. La modalité tétard qui, en moyenne, est à 50% d'ombrage mi-juin. Voilà. Mais là, c'est vraiment la modalité où on a la plus grande hétérogénéité spatiale. On voit sur la photo, hein, là, on voit une ombre qui est d'ailleurs assez dense parce que les noyers, quand ils repoussent et refont leur biomasse, ils vont avoir une densité plus importante de feuillage que les noyers élagués que vous voyez sur la photo d'avant. Ça se voit là, rien qu'à l'ombrage au sol ou même quand on regarde le houppier des noyers. Donc, on a cette ombre dense des têtards qui, en fait, tourne vraiment du matin jusqu'au soir sur nos jardins. Donc, ça a aussi un impact, on verra un peu plus tard, sur certaines cultures. Et vous avez la modalité témoin, évidemment, qui n'a pas d'ombrage avec des cultures en plein soleil. Et donc là, on va prendre chacune de nos cultures une par une pour vous faire part de nos observations de terrain. Tu peux commencer par la cassis. Oui, et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ouais, n'hésitez pas à participer, hein. On n'est pas 200, donc je pense qu'on peut se le permettre. Vous pouvez lever la main. Euh, donc sur le cassis, c'est des Il y a eu des cassis. questions, du coup. Ah, pardon. Tac, tac. Alors, pardon, juste avant de zoomer dans le cassis, on va reprendre les questions. Donc là, devant, cette taille n'est pas problématique. C'est de qui, pardon? Je sais pas. Geneviève, je crois. Geneviève, et Je on a des parlais questions tout. autour de la taille. Les tailles ont-elles toujours lieu en hiver? Peut-être Les tailles que prennent-elles trop Geneviève souvent? peut Est-ce qu'on expliquer. Là, peut je le crois jour? qu'elle prenait le. Ok. Vas-y, allez-y. Oui, c'était juste la taille, l'élagage qui faisait une sommité végétale très importante et très haute. Donc en cas de vent, ça fait une Oui, très grosse prise au vent et ça fait beaucoup de casse. oui. Alors, sur site, on a le site est globalement bordé d'arbres et relativement dense, donc on a une pression de vent qui est pas énorme. En tout cas, on n'observe pas de casse sur les têtards. Ce que vous dites de prise au vent sur les têtards, oui, c'est intéressant et ça peut être observé dans d'autres sites. Sur le nôtre, non. Sur le site de Roumassos, pour dézoomer un petit peu d'arbre à tatouille, l'arbre sur lequel on observe le plus de casse liées au vent, c'est le Polonia. C'est pas sur nos têtards de noyer. Têtards de noyer, d'ailleurs, je précise, je sais pas si on l'a dit plus tôt, de noyer hybride, c'est-à-dire que c'est un mix du noyer européen et du noyer américain qui est orienté pour le bois d'œuvre. Et pour les rythmes de taille, d'ailleurs, c'est un peu je vois que Manuel a posé une question aussi sur la taille. On est sur des rythmes de taille de 3 ans sur les têtards, 2 ou 3 ans qu'on va reprendre, qu'on va reprendre un petit peu en main, parce qu'on voit justement, Camille tout à l'heure là, le souligner par rapport à la photo, la précédente qu'on voyait, sur l'opacité de cet ombrage sur la photo du milieu, où on voit que la boule créée par le noyer fait un ombrage très opaque.
qui, on pense, on commence à deviner un peu avec cette année caniculaire, fait des passages de l'ombre à la lumière relativement violents pour la plante. Je dis ça avec beaucoup de pincettes parce que on est en train de le découvrir petit à petit, mais on se dit que peut-être à creuser comme piste, c'est de travailler sur l'opacité de cet ombrage créé par les trognes et de tamiser plus la qualité de l'ombrage, donc en remontant plus régulièrement dans l'arbre et en ouvrant la canopée. Juste, Loïc, le capteur de géolocalisation, c'est un GPS RTK, donc qui géolocalise au centimètre près les choses. Voilà, si ça répond à la question. Et Amandine, tu as des questions? Tu peux peut-être prendre la parole pour Bah, je pense que c'est ou tu assez, lis assez ouais. vite et tu veux répondre. Ouais. Amandine, pour vous détailler donc les itinéraires techniques sur les amendements de sol, on avait une question sur la capacité de notre sol à digérer la matière carbonée qu'on lui amène. Donc l'année dernière, à l'automne, on a broyé du ligneux et on a fait juste un remplacement, là, comme je disais tout à l'heure, de la perte humique liée au bilan humique. Donc concrètement, sur le sol, ça s'est manifesté par un sol saupoudré de BRF, quoi, hein. On n'était pas sur 1 centimètre d'épaisseur sur l'ensemble, mais au contraire, c'est plus voilà, relativement saupoudré. Donc là, on est sur l'ensemble du jardin, on n'est pas sur une question de planche ou de passe-pied. Et dans la foulée, on a un travail de sol sur une quinzaine de centimètres. Et sur le sol fraîchement travaillé, on a un semis à la volée de légumineuses, donc le métail de légumineuses et de graminées. On laisse la légumineuse et la graminée travailler tout l'hiver. Et en sortie d'hiver, donc on a, et c'est ça un peu la question, c'est comment dire, le plus la légumineuse se rapproche de la floraison, le plus elle maximise sa capacité à noduler. Donc on a poussé jusqu'au maximum le couvert, mais on a dû le détruire un peu en amont de l'arrivée des cultures pour que ça commence à minéraliser. Et donc ce qu'on a fait, c'est on a broyé le couvert. Sur un couvert broyé, on a semé au niveau des planches, enfin, on a épandu au niveau des planches à la main le tourteau de ricin qui se présente sous forme de pelée et on a incorporé ensuite l'ensemble. Donc, on a incorporé à ce moment-là le tourteau de ricin et le couvert broyé. Et une fois que l'ensemble a été incorporé, donc le sol travaillé, on dessine nos planches sur lesquelles, si on ne se rate pas normalement, mais vu qu'on a les arbres pour repère, on arrive à bien capter où sont nos planches. On dessine où sont exactement nos planches. Donc là, les planches, ça veut dire qu'elles ont l'apport azoté du couvert plus le tourteau de ricin et les reliquats de bois qui compensent le bilan humique. Et après, il y a comment dire, l'étape numéro 2 de se dire, on a vu que en fouillant dans le sol que le BRF, enfin le broyat de bois, s'est bien décomposé à travers l'hiver. Donc on peut augmenter un peu les doses et on peut partir sur une logique d'augmentation de la matière organique à travers cette matière carbonée. Et donc pour le faire, au lieu de le faire à l'automne dans la même logique que l'année précédente, on s'est dit autant de faire une pierre deux coups. On va faire on va s'enlever du travail de désherbage et on va directement mettre cet apport carboné sur les passe-pieds. Donc cet apport carboné qu'on a quantifié hein, pour justement augmenter la matière organique de 2% en 8 ans. On fait l'apport sur les passe-pieds, on le laisse travailler donc pendant tout le printemps, été, et puis à l'automne, donc on enlève les toiles tissées, on enlève les cultures et tout ça, et on étale cet apport carboné sur l'ensemble des jardins, on l'incorpore et on remet un métail par-dessus. Et cette dynamique du BRF dans le sol, elle est aussi suivie par EcoESol, là, dans le cadre du projet Arbre à Tatouille. Et en fait, dans un des jardins de chaque modalité, on a un comparatif entre des cultures paillées sous bâche et des cultures où du BRF a été apporté. Sous bâche, il n'y a jamais eu d'apport de BRF, ni enfin, à aucun moment. Et donc, en fait, on va comparer au sein d'un même jardin ces deux modalités.
Et c'est notamment EcoSol avec Claire Marsden et Yvan Capouliès qui vont gérer ça pour voir du coup quelle dynamique de minéralisation de l'azote dans chacune de ces sous-modalités BRF versus BASH. Voilà. Euh, Et sur l'outil de travail de sol, on est sur une rotrofraise sur microtracteur. Le mush textile est-il nécessaire? Le mush textile, il est nécessaire dans la mesure où on veut pas que notre temps de travail explose. On a beaucoup d'autres activités en parallèle de la ferme. Et donc, en gros, en termes de vigueur, de pousse d'adventice, sans mulch textile, ça nous ferait exploser le temps de travail. Ce serait pour nous ingérable. Mais le maraîcher qui était avant nous, Denis Flores, lui travaillait sans textile et faisait plutôt du mulch, soit avec de la paille, soit avec du BRF. Et pourquoi voit-on du broyat sur les planches, Basilic. sur le basilic? Euh, Peut-on le faire tous les ans ou juste une fois tous les 3 ans? Donc sur les planches de basilic, l'idée c'est qu'on a attendu un petit peu le basilic avant de le planter pour que le sol se réchauffe au maximum. Et une fois qu'on les a plantés, on a fait un apport par-dessus pour faire vraiment un maintien de l'enherbement et de l'humidité. Et l'apport tous les ans, ben justement, nous on essaie de faire une agradation progressive de la matière organique des sols parce que chaque année on veut revenir sur nos cultures pour faire de l'expé. Donc la logique de faire des apports massifs mais discontinus, ça augmente les risques de fin d'azote. Et donc si on avait derrière une année blanche avec une jachère, je pense que c'est une stratégie intéressante pour faire un boost assez rapide. Mais comme on peut pas se le permettre avec les suivis, soit arbre à tatouille ou pam-pam, on a plutôt opté pour une agradation de qualité des sols progressive. Et Si vous n'avez pas d'aspersion, le broyat des passe-pieds ne doit pas beaucoup se dégrader pendant la saison. Ici, non. Ici, vous l'incorporez à l'automne, vers le risque fin d'azote. oui, et ben justement, Marine, c'est notre question là sur d'avoir fait un premier test d'apport automnal qui compensait juste le bilan humique. On n'était pas encore dans une logique d'augmenter les quantités de matière organique pour voir comment cet apport-là, pour compenser les pertes sous forme de K2, se comporte. On a eu un premier signe, en gros, que la matière organique enfin la matière carbonée est consommée. Et donc là, on passe à l'étape supérieure de se dire, bah, allez, on met un peu plus de carbone pour voir à nouveau comment ça se comporte, sachant que ces apports de carbone sont compensés par le métail qui travaille toute l'année, ils sont compensés par un sol qui est donc limon, qui est relativement vigoureux, quoi, hein, qui travaille vite. Et tac, tac, tac. Et donc, oui, du fait de ne pas avoir d'aspersion, le broyat des passe-pieds se dégrade pas beaucoup. Et c'est Effectivement, vrai. effectivement, il se dégrade pas beaucoup. Mais par contre, on voit que la couche, on va dire fine, qui fait l'entre-deux sol et couche de BRF, là, on voit qu'elle commence à être, enfin, elle est totalement colonisée par des ifs. Donc, on estime, on espère que la présence de ces ifs, des spores et puis aussi des bactéries fait que on fait pas un apport de broyat inerte entre guillemets à l'automne, mais déjà à l'automne, là, du fait qu'il soit présent dès le printemps sur les passe-pieds à travers toute la saison, qu'on ait un apport qui soit déjà ensemencé d'un point de vue microbien et donc potentiellement une dégradation plus rapide. Euh, j'en profite pour avancer un petit peu parce qu'il nous reste pas mal de cultures à voir. Si vous avez des questions sur notre conduite des sols, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. On pourrait même parler Que de ça. que de ça et puis de ce qu'on vise à long terme et qu'est-ce qu'on entend par autofertilité du sol, quoi, enfin de ce site, de la gestion globale du site. Euh, ouais, si ça intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous, on en parle volontiers. Sur le retail des cultures, donc on commençait avec le cassis. Le cassis, les grandes lignes, c'est que, Juste à chaque oui, fois, pour chaque culture, vous aurez à oui, gauche pardon. élagué, au centre tétard et à droite le ténon.
Voilà, donc de gauche à droite, on a le plus d'ombrage à gauche vers du soleil à 100% à droite. Donc le cassis, ce qu'on a observé sur des plants de 2 ans, c'est que on a une vigueur de feuilles bien plus importante avec de l'ombrage. Et ce qu'on observe surtout en plein été, alors cette année on l'a vu plus tôt, là dès le mois de juillet, là vous voyez sur la photo à droite, c'est des feuilles de cassis qui brûlent. En termes de stress hydrique, il est pas stressé du tout. Là, quand on gratte sous le BRF, on a un sol qui est humide, mais on est vraiment sur des coups de soleil sur la feuille et donc un développement foliaire avec des feuilles plus petites, plus épaisses et qui prennent des gros coups de soleil. Donc, pour des personnes, là, on est plutôt sur le projet Pam Pam avec pardon, avec Canopam, où on est sur des personnes qui veulent faire de la feuille orientée tisane, la modalité plein soleil du cassis plein cagnard en contexte mésoméditerranéen. On voit les limites, on a des belles feuilles jusqu'à la sortie du printemps, et après un cassis voilà, qui est vite marqué par les excès de température. Ces résultats-là à compenser sur la première année là avec du fruit où on a globalement une meilleure production de fruits sur les cassis de plein soleil. Mais pour l'instant, voilà, avec des cassis très très jeunes et qui, on voit que sur les rameaux de 2 ans là, sur lesquels le cassis fait ses fruits, on voit que sur les tiges de l'an dernier, on a plus de fruits portés en plein soleil. La question, c'est quand le cassis aura sa forme, sa taille mature, est-ce que le fait qu'il développe plus de rameaux avec de l'ombrage compense la meilleure présence de fleurs qu'on retrouve globalement dans les plantes qui sont en plein soleil? Ça, c'est quelque chose qui va être assez récurrent dans notre présentation. C'est qu'on voit un lien assez direct entre la présence de fleurs et plus d'ensoleillement. Et plus on va vers l'ombre, plus on retrouve des phénomènes d'induction florale où on perd en nombre de fleurs et donc, évidemment, on perd aussi en nombre de fruits. Et juste pour revenir sur Cassis, dans la modalité θ, tu l'as pas dit, je crois. Non. On voit quand même l'hétérogénéité liée à l'ombrage qui se met en place sur notamment les plants qui sont à chaque fois au sud de nos arbres qui ont tendance à davantage souffrir de brûlures sur le feuillage que ceux qui sont globalement proches au nord des arbres et qui restent à l'ombre et qui sont donc plus verts. Donc on a aussi une hétérogénéité au sein de têtards qui s'installe sur les cassis au niveau feuilles. La verveine, donc c'est pareil, elle a 2 ans, la verveine, importée dans nos 3 modalités. Ce qu'on a vu d'entrée de jeu, c'est déjà la mortalité. L'an passé, on avait une mortalité liée à la sécheresse, mais elle était relativement faible en témoin. On avait perdu 8, enfin un peu moins de 8 plants peut-être. Mais la grosse mortalité qu'on a vue cette année, c'était cet hiver avec le gel, en fait, où on a perdu ouais, quasiment 71% de nos verveines en témoin. On a eu zéro mortalité en élagué et je vois pas parce qu'il y a marqué le truc. Très peu, la Très mortalité peu en en tétard, on est à tétard. 3%. Ouais, 3%, voilà, c'est ça. 3% en tétard. Donc on avait vraiment ce côté, les arbres ont protégé en fait nos verveines du gel. Ce qu'on observe à travers nos suivis microclimatiques aussi. Mm. Donc ça, déjà, ça marque. Et ensuite, donc on a on a toujours des plantes qui ont tendance à prendre de la hauteur avec l'ombrage. Et par contre, quand on a regardé la production de nos quelques plants vivants en témoin et versus les plants des autres modalités, on a quand même une baisse de la matière sèche avec l'ombrage. Voilà, on est à deux fois, plus de 2 fois moins Oui. même plus, ouais, en élagué. Voilà. Ça, c'est à relativiser. Ce que vous avez là, c'est sur c'est sur l'ensemble de la saison dernière. C'est ça? Sur Pardon? Ah non, pardon, Non, c'est sur c'est cette saison, cette excusez-moi. saison. Non, non, on n'a pas mis Oui, c'est ça. C'est là les résultats de matière sèche que vous avez, c'est sur les résultats d'une première coupe. Si on amène la verveine sur 2 coupes, la verveine de plein soleil sur 2 coupes, ce sera un maximum. Mais on voit là les photos que vous avez devant vous, c'est les photos suite à la deuxième coupe de verveine. Donc là, on a des Oui. plans beaucoup plus développés dans les modalités ombragées en lien avec la deuxième coupe. Donc une meilleure vigueur, une meilleure reprise à l'ombrage. Donc ça met le doigt sur aussi des comportements qui sont
hyper important à prendre en compte sur l'agroforesterie, c'est qu'on voit concrètement que les modalités à l'ombre, en termes de développement printanier, traînent la patte parce qu'on a un environnement qui se réchauffe moins vite. Et donc, on a un départ plus vigoureux de la verveine en plein soleil, voilà, du fait que son environnement se réchauffe plus vite. Mais après, ces rendements-là ne correspondent qu'à la première coupe. Et il est envisageable qu'on ait jusqu'à une troisième coupe sur les modalités avec de l'ombrage comparé à la modalité plein soleil. Ouais. La verveine en agroforesterie, elle émet aussi moins de tiges que la verveine en témoin. Et pour répondre à Vincent, globalement, si on regarde la productivité de nos modalités sur l'ensemble des plants qu'on avait initialement mis, effectivement, l'agroforesterie, là, produit plus de verveine que la modalité témoin, où on a eu 71% de mortalité. Donc, au final, nos jardins sont plus productifs en verveine en agroforesterie, même si à l'échelle du plan, à ce stade, sur cette première coupe, on a moins de biomasse. Mais effectivement, comme le disait Valentin, quid des prochaines coupes? Ouais. Ouais, parce que là, ouais, comme disait Camille, si on prend en compte la mortalité, c'est sûr qu'on est plus performant. Donc, si on fait de la plantation de verveine dans des lieux qui craignent le gel, la présence de l'arbre avec son microclimat pendant l'hiver peut être intéressant. Mais après, si on ramène juste à l'individu, ça, on pourra vous le dire qu'à l'automne, parce que l'année dernière, en gros, on a des résultats l'année dernière, mais c'était leur première année de plantation. Donc, ils sont pas très intéressants dans le sens où c'était une année d'implantation. Là, on a des plantes ça y est, sont installées et on a des comportements qui reflètent mieux vraiment l'impact de leur milieu. Tu veux y aller? Ok. Les poivrons. Alors, du coup, les poivrons, là, on a des photos des trois modalités sur la bâche. On verra après sur le BRF. Mais du coup, ce qu'on voit, c'est un peu comme sur ce qu'on dit depuis le début. C'est que plus il y a d'ombrage, plus les poivrons s'étiolent, ils montent. Ouais. Euh, alors, pour l'instant, on voit aussi un décalage phénologique assez clair avec les poivrons en élagué qui n'ont toujours pas produit de fruits. Ils arrivent en tétard, mais ils avaient plus d'avance en témoin. Euh, donc, ça, c'est pour la croissance. Ouais, Et peut-être sur le non, sur le- sur les itinéraires, enfin sur les réponses là qu'on a observées cette année, qu'on a observé également l'année dernière, on a une première floraison qui arrive à peu près partout au même endroit. À l'ombre, elle coule systématiquement, cette première floraison. On a de la fleur, mais la plante, on dirait, ne retient pas sa fleur. Voilà, Et par contre, ce très qu'on a vu l'an dernier sur les poivrons, et ce qu'on s'attend peut-être à voir aussi cette année, c'est que tardivement en saison, jusqu'en septembre, début octobre, les lagués continuent à produire des poivrons qui sont assez gros, tandis que les autres modalités ont terminé aussi. Donc, on a vraiment ce décalage de la période de production qui se réalise à l'ombre. Et donc, on va suivre de nouveau cette année et voir au niveau performance ce que ça donne en termes de rendement. Et ce qu'on voulait illustrer, ça rejoint un peu la discussion de tout à l'heure sur cette histoire de point d'azote et de BRF, c'est que donc les poivrons cette année sont implantés dans le jardin où on compare bâche versus paillage BRF. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au moment de l'implantation, il y a peut-être aussi du BRF qui s'est mis dans Il le y a trou du BRF. ouais, il y a du BRF qui s'est mis dans les trous de plantation de nos poivrons. Et donc, on a vraiment eu, au sein d'un même jardin, que ce soit en élagué ou tétard ou témoin, des poivrons qui ont souffert d'une fin d'azote sur BRF avec des poivrons plus petits, qui ont une croissance ralentie au départ, qui par endroit la rattrape, et aussi avec le couleur du feuillage qui nous faisait penser à cette fin d'azote. Ouais. Donc, Donc, on ne l'a pas corrigé d'ailleurs. Ouais, à partir de l'azote, non. on voulait faire. Mais on l'a pas fait. Courgette. Sur les courgettes, donc là on est sur des semis directs de grandes vertes. Les grandes lignes, c'est qu'on a un développement foliaire très important à l'ombre et à la mi-ombre des têtards et des feuilles en gros qui ont tendance, surtout quand la saison avance, là on le voit un peu moins au printemps, mais au fur et à mesure de la saison,
à rétrécir, à se denteler en plein soleil. En termes de production, on a une chute très claire avec l'ombrage de la production sur la courgette qui semble assez héliophile. On a de la production, c'est un peu les grandes lignes aussi avec l'année dernière là, sur la courgette. On a une production forte sur le plein soleil, on va dire normale, avec de la courgette qui arrive tous les jours ou tous les 2 jours. Et on a grosso modo 2 fois moins et 3 fois moins de courgettes dans les autres modalités. Ce qu'on voit cette année, parce que pour tout vous dire sur nos réflexions, c'est l'année dernière, on n'a pas eu un été forcément très chaud. Et donc, on s'est demandé s'il y avait en gros une sous-performance des systèmes agroforestiers du fait que l'été ne soit pas caniculaire. Et donc, cette année, c'est un peu malheureux, mais on se dit, bon, chouette, au moins il fait très chaud. Donc là, on a quelque chose de très marqué pour voir la différence entre les jardins. Et ce qu'on remarque à nouveau sur la courgette, c'est que la courgette de plein soleil plantée au printemps semble, enfin, c'est pas semble, c'est est plus productive, au moins 2 fois plus productive. Là, on n'a pas encore les résultats que même son équivalent tétard qui a un mix d'ombre et de lumière. Par contre, la question qu'on se pose par rapport au pic de température, déjà c'est un choix de la variété là qui est peut-être pas la plus adaptée pour une saison aussi extrême que celle-là. Et ce qu'on voit, c'est que très tôt là dans la saison, donc là on est un peu plus que mi-juillet, on a déjà des signes que vous voyez sur les feuillages à droite. On a déjà des signes de fatigue sur la courgette qu'on retrouvait plutôt début ou mi-août l'an dernier. Et donc la question, c'est toujours dans cette logique des modalités ombragées qui sont un peu plus lentes à démarrer, est-ce que, pardon, est-ce qu'on va compenser cette perte de rendement dans l'avancement de la saison du fait que on imagine, là, vu le comportement qu'a la courgette plein soleil, qu'elle va pas durer énormément dans le temps, qu'elle semble s'épuiser voilà, avec les extrêmes de chaleur. Ouais. Et Pardon. pour répondre à Vincent, sur les chiffres de production de poivrons, on n'a pas les chiffres encore évidemment de cette année, mais l'année dernière, donc on avait regardé le rendement de nos poivrons et malgré tout, malgré ce décalage de production dans le temps, les rendements en tétard et en élagué étaient inférieurs au rendement de témoins aussi parce que sur poivrons, on a eu des problèmes de cul noir qui nous ont quand même déclassé quasiment tous nos jolis poivrons délagués. Euh, donc ça, c'était un problème et qui se reproduit cette année. D'ailleurs, on en reparlera un peu tout à l'heure. Mais même si on enlevait, si imaginons qu'ils étaient de bonne qualité, ces poivrons, en termes de production brute, en agroforesterie, on était légèrement inférieur aux témoins. De pas beaucoup, mais quand même. Donc en fait, on avait malgré tout une baisse de rendement liée à l'ombrage pour les poivrons l'an dernier. Dans un système de rien. Dans un système biointensif, on cherche à avoir une succession rapide de cultures, donc il faudrait remplacer la courgette en fin de production en plein soleil par une autre culture pour se rapprocher d'une pratique en situation de production. Ouais. Après, là, nos courgettes, cette année, c'était plus pour un groupe. Concrètement, pour avoir de la courgette, on n'avait pas prévu spécialement. On fait un suivi de rendement global, mais Oui, enfin, effectivement, ce que tu étudier. dis, C'est vrai. c'est pour ça que qu'en début de webinaire, là, on faisait la pub sur le fait que à moyen terme, là, dans 2, 3 ans, on aimerait que des maraîchers et maraîchères s'installent. C'est parce que nous, nos itinéraires techniques correspondent à une question qu'on se pose Sur une sur culture. une culture. Et donc, on se rapproche le plus possible d'itinéraires techniques utilisés par des maraîchères et maraîchers. Mais le but, nous, c'est pas forcément, entre guillemets, que ça crache du légume. C'est le but, c'est pas d'avoir une surface développée énorme pendant la saison. On n'en tire pas de revenus de nos légumes. On n'en tire pas de revenus de légumes et puis c'est surtout, enfin c'est aussi une question de temps de travail. Sur tous les légumes, il y a les suivis là des différents indicateurs qu'on vous a présentés et donc on peut pas se permettre concrètement d'avoir un itinéraire technique et une surface développée aussi dense que ce que feraient maraîchères et maraîchers. On a fait, ouais.
Donc sur les questions sur brocoli et choux paumés qu'on teste cette année donc en situation agroforestière. Ce qu'on observe pour l'instant, donc c'est encore une fois un étiolement. Les choux montent plus en contexte agroforestier avec de l'ombre et ont un Et les retard fruits sont verts. phénologique assez marqué. En gros, on a des brocolis qui sont prêts à la récolte du côté du plein soleil. Et là, pour le témoin, là, le témoin, c'est les plus proches sont de la récolte. Pardon, pour le tétard, on aura des brocolis peut-être d'ici 3 semaines à peu près. Donc je dirais que entre le témoin plein soleil et les tétards, on a un bon mois de décalage en termes d'arrivée des brocolis. Par contre, ce qu'on remarque déjà sur les brocolis en tétard, c'est qu'on en a pas mal qui sont montés, qui sont montés à fleur directement avant de bien paumer. Et ça, on peut le relier je pense au stress, aux extrêmes de chaleur, qui fait que le brocoli ne pomme pas très bien et monte directement à fleur. Et donc la question c'est pour le tétard et les lagués, quand il va se mettre à faire des fleurs, est-ce qu'on va arriver à le garder un peu plus paumé parce qu'il va faire sa fleur à un moment où il fait chaud? Donc c'est une des questions qu'on se pose là sur les brocolis et sur les choux paumés. Un autre point, c'est un départ décalé. On a fait aussi une plantation tardive de choux et de brocolis pour voir qu'est-ce qui se passe si vraiment on décale complètement les dates de semis. On a fait un semis des deux début juillet également, en même temps que le deuxième round de salade. Là, ce qu'on a observé déjà, c'est que ceux en plein soleil ont cramé sur place à peu près, enfin assez directement. Début juillet, on avait des pics de température au-delà de 40 degrés. Et donc, ils ont pas tenu la transplantation qui, je rappelle, est faite au goutte à goutte. Donc, ça a ses limites aussi en termes d'implantation, en pleine chaleur. Et ce qu'on remarque aussi, et ça assez globalement, mais le chou l'illustre bien, c'est qu'on a des pressions très fortes, assez rapides de bioagresseurs en plein soleil et qu'on en a beaucoup moins à l'ombre de façon assez globale, que ce soit sur les choux, sur la tomate, sur les poivrons et même au niveau des campagnols, on a moins de pression avec l'ombrage et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve avec des pollinisateurs. On en avait fait l'expérience l'année dernière avec les courgettes de défaut de pollinisation, surtout en élagué, là, donc dans la modalité la plus ombragée. Et donc, ça laisse à penser que dans un milieu qui est relativement fermé et qui se rapproche peut-être d'un milieu forestier, qu'on a une activité d'insectes diminuée, quoi, hein, une activité globale, et ça dépend desquels. Et donc là, ouais, concrètement, sur la punaise du chou, on n'a pas du tout de punaise en modalité élaguée, très peu en tétard, et on a des passages réguliers sur le chou de plein champ. Euh, pour, euh, pour ceux qui ont l'habitude de ces légumes, vous avez sûrement remarqué qu'on les a pas fait avec des filets. On les a pas fait avec des filets, notamment pour pas influencer les conditions d'ombrage. Et ce qui est assez intéressant avec de la conduite sans filet et dans un milieu très diversifié comme Roumassouz, c'est que on a pu contenir avec quelques passages la pression punaise et la pression pierride. Donc ça, je le dis encore une fois avec des pincettes, hein, ça nous laisse à penser on n'a pas de preuves, mais que la biodiversité du site, avec les nichoirs, les différents milieux, participe à des itinéraires techniques aussi qui nous permettent de faire du chou sans qu'on ait un problème majeur de bioagresseurs sans filet. Tu veux Ok. rajouter quelque chose? Non, Ça sur va. le chou. Ce que je veux dire, c'est que même si la courgette à l'ombre Ouais, produit il y a une autant question. Ah oui, pardon. Enfin, bon, du coup, vas-y, termine avec ça, ça finit sur la Je courgette. regarde la question d'Amandine. Ce que je veux dire, c'est que même si la courgette à l'ombre produit autant qu'en plein soleil, si elle le fait sur une période 2 mois plus longue, ce n'est pas acceptable pour les maraîchers bio-intensifs et la plupart des maraîchers. Oui, c'est en fait c'est toute la question nous de si on veut comparer les cultures, comment est-ce qu'on fait pour comparer
tout en, comment dire, en prenant en compte la diversité des milieux. En fait, c'est assez différent de se dire, est-ce qu'on fait des cultures et on les compare comme le ferait un maraîcher, une maraîchère. Donc, on fait la même date d'implantation pour tout le monde et comme ça, on peut comparer des choses qui sont comparables. Pareil sur les amendements, les travaux des sols et autres. Ou est-ce qu'on a une approche un peu plus système et de se dire, ben, on voit les différences de milieux qu'il y a entre les milieux plus ou moins fermés et on adapte à 100% notre itinéraire technique. Et concrètement, les milieux agroforestiers seraient à investir, en tout cas avec les niveaux d'ombrage qu'on a, sûrement plus tardivement dans l'année. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Amandine, que l'idée de planter une culture qui végète pendant un mois, c'est pas très intéressant et que il faudrait décaler les périodes d'implantation dans les milieux avec de l'ombre. Ouais. Et Vincent qui demande, avez-vous testé un itinéraire où les légumes sont au soleil, mais les arbres sont relativement proches et apportent l'effet brise-vent, par exemple, ou l'effet climatiseur que les légumes pourraient ressentir? Euh, alors là, sur le site, pour l'instant, enfin, je sais pas si tu veux parler, enfin, si tu, on peut se tutoyer, peut-être, Vincent. Si tu veux parler d'ombrage ou, parce que juste l'effet brise-vent, donc par exemple, si, on n'a pas cette situation sur le site où les légumes seraient au soleil avec des arbres qui seraient là en mode brise-vent. Mais le risque aussi de l'effet brise-vent, c'est qu'on voit aussi que ça peut faire stagner la chaleur, justement en limitant la ventilation. Donc, ça pourrait se tester, mais c'est vrai qu'il y aurait aussi un risque au niveau hausse des températures dans les endroits protégés au soleil. Et donc, non, on n'a pas de situation comme ça. Et Avec, chez Nicolas Verzotti, et chez Nicolas Verzotti, on a cet effet brise-vent, mais on a aussi l'effet ombrage durant d'après. Et chez Nicolas Verzotti, c'est vrai que on le voit, ce côté sur le rang du milieu où le vent est brisé. Donc, on a une réduction significative de la vitesse du vent, mais on va aussi avoir une hausse des températures par rapport aux témoins dans ces zones qui sont peu ventilées. Et c'est que à partir du moment où on est dans un milieu ombragé que la température va diminuer malgré la diminution de ventilation. Donc voilà, c'est complexe le microclimat, c'est vrai, et les effets sur les plantes aussi, mais là, en tout cas, à Roumassouz, on n'a pas testé ce scénario. Alors, du coup, les salades. Donc, les salades sur la première tournée de salades qui ont été implantées mi-mai, grosso modo, c'était mi-mai. Ouais. Donc, on les a suivis. Là, c'est des photos qui illustrent les moments où on les a implantées. Donc, on voit en élagué qu'elles ont voilà, une turgescence assez intéressante. On les voit fraîches, tandis qu'en témoin, au moment de l'implantation, on voit qu'elles étaient un peu flétries. Malgré tout, elles ont survécu. Et d'ailleurs, on n'a pas mis de résultat là de rendement. Mais en gros, c'est celles qui ont le plus produit aussi. Je sais pas, attendez, on verra après. Voilà, donc ça c'est au moment de l'implantation. Et en tétard, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec ces passages d'ombrage. Ce qu'on observe sur les salades qu'on a implantées dans cette modalité-là, c'est une alternance entre des moments où elles sont en pleine forme et vigoureuses et des moments où elles étaient flétries. Et, euh, et on a vraiment cet effet qui s'est maintenu. Là, on est voit l'implantation, donc vraiment au stade de quelques feuilles, mais c'est un effet flétrissement versus vigueur, alternance au sein d'une même journée qui s'est observée quasiment jusqu'à la fin jusqu'au moment de la récolte des salades. Elles avaient vraiment cette alternance avec donc peut-être des chocs thermiques entre le moment où où elles sont à l'ombre tranquilles, avec peut-être peu de transpiration, et le moment où elles passent au soleil, où elles sont pas prêtes et où ça les fait flétrir parce que du coup, elles sont dans une dynamique différente ou inversement. Pour info, là, la photo, elle a été prise, celle de gauche à 14 heures et celle de Ouais, droite à 15 heures. Donc on voit là, c'est vraiment c'est le soleil couchant là et donc l'ombre du noyer qui se tient à la gauche et des qui se salades retire. qui d'un coup requinque les salades. Et donc on avait une question sur le fait de voilà si elles ont des moments pour se requinquer au milieu de la journée. En gros là en plein soleil, elles avaient la même tête à peu près que celles qui étaient en témoin. Et la question, c'est ben, est-ce qu'on allait voir des salades plus intéressantes du fait qu'elles aient des moments, des soupapes dans la journée où elles regagnent en turgescence et elles continuent une pousse. Et concrètement, ouais, comme disait Camille, ce qu'on a observé, c'est plutôt des tomates, enfin des tomates, pardon, des salades qui ont monté, comme vous avez à gauche, avec un étalement du bouquet, qui sont moins paumées, moins denses.
et avec un poids, une masse surfacique aussi moins élevée. Ouais, Donc, en gros, on a vraiment du mal à l'ombre à faire paumer nos salades et ça depuis le début. Cette année, par contre, en élagué, elles sont pas toutes montées. Donc, on a quand même eu des salades, mais vous voyez, elles sont pas du tout paumées de la même manière. Et tétard, c'est la modalité qui a le moins performé sur les salades, en fait, même par rapport à élagué, où, en fait, elles ont stagné pendant un moment aussi. C'était pas tant la montaison, mais vraiment, il y a eu, je trouve, un problème de croissance au niveau des salades. Là, on n'en voit pas. Là, on a vraiment une illustration à gauche élagué versus témoin. Donc, on voit une belle salade paumée. Mais donc, du coup, avec une baisse de rendement à l'ombre. Et on tétard vraiment une performance limitée, quoi. Là, vas-y. on a fait une deuxième plantation là, début juillet, mais vraiment en pleine période de canicule. Au goutte à goutte, comme pour les choux, comme Valentin l'a dit tout à l'heure. Et en gros, on a eu une forte mortalité d'entrée de jeu en témoin, où elles ont toutes grillé. Globalement, là, toutes les salades ont morflé, je dirais, dans toutes nos modalités. Donc, je ne sais pas si on sera en mesure de regarder quoi que ce soit sur les salades sur la deuxième tournée. Il y a quelques survivantes en tétard, mais c'est vrai que toutes ont disparu. Donc, soit l'effet de la sécheresse, malgré quand même beaucoup d'eau qui leur sont apportées au bout à bout, soit des ravageurs qui sont venus les consommer. Euh, On a pas mal de questions là dans le chat. Peut-être pour mettre l'image globale sur la question des noyers hybrides, produisent-ils de la juglone au niveau des sols et cela pourrait-il avoir un effet négatif sur les légumes? Pour l'instant, ouais, ça fait une quinzaine d'années qu'il y a de la culture sous ces noyers, notamment avec des noyers encore plus denses. Parce que vous avez sous les yeux, c'est la modalité tétard. Vous avez des noyers encore plus denses, plus présents dans la modalité élaguée. Donc, la sous-performance en tétard ne peut pas être expliquée seule par la présence de jouglone, sachant qu'il devrait y avoir sensiblement voilà, des quantités de jouglone similaires en tétard. Après, en élagué. L'impact de la juglone sur la croissance des légumes, c'est quelque chose euh, enfin, jusque-là, il y a eu aucun souci de phytotoxicité lié à la juglone. La juglone, en gros, elle est pointée du doigt pour être un anti-germinatif intéressant et particulièrement intéressant sur ses propres noix. Donc, ce à quoi on fait attention, en gros, c'est de ne pas broyer des branches de noyer qui sont bien vertes parce que c'est là qu'elles sont le plus chargées en juglone et de faire des broyats à un moment où la juglone est concentrée dans les réserves de l'arbre. Et jusque-là, il n'y a pas de blocage apparent sur la juglone. Par contre, depuis 2 ans, on a un mystère sur la non-présence de vers de terre qu'on est en train de creuser. On s'est posé la question de la juglone, effectivement, et nos collègues d'Eco et Sol nous disent que normalement, ça devrait pas être ça. En tout cas, il y a pas de trace dans la littérature ou autre. Donc, on nous pointe très régulièrement le fait que ce soit des noyers hybrides et donc présence de juglone et peut-être du coup une certaine forme d'allélopathie. Pour l'instant, elle semble pas avoir posé de problème, ou en tout cas, elle est clairement pas suffisante pour expliquer une sous-performance dans les têtards pour les salades. Euh, Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait faire des rangs d'arbres est-ouest par Martin, salut Martin, Salut Martin. pour avoir de l'ombre à midi et surtout des variétés de salades adaptées à l'AF? Eh ben, c'est là que ça. Pardon. Non, mais- Vas-y, je vois que tu. Non, non. Sens. Effectivement, bah, c'est une bonne question déjà sur l'orientation des arbres et à quel moment l'ombre servirait les cultures. Ce serait intéressant de tester ça, surtout sur la salade qui peut là nous paraître un peu capricieuse d'un point de vue de comportement, de croissance et de sa capacité à monter en graines si elle est stressée. Donc pourquoi pas tester ce type d'ombrage? Et la question des variétés, on y reviendra un peu à la fin, mais c'est un peu le nerf de la guerre dans les perspectives qu'on va avoir sur ces expérimentations, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus maintenant. Mais là, cette année, on n'est pas parti dans la mise en place de variétés qui seraient particulièrement adaptées à l'ombre. On a voulu plutôt tester, d'une part, un autre type de culture sur les tomates où on a des systèmes moins intensifs en temps de travail et qui arrivent, qui peut être valorisé plus tard en saison aussi avec les tomates coulis.
Et sur les tomates, les salades, pour conclure un peu ce qu'on avait vu par le passé, où ça marchait pas, ça montait à graines, on s'est dit on va tester avec toujours ces mêmes variétés de salades, de les implanter plus tardivement l'été et voir si là, il y a une carte à jouer. On voit qu'on a du mal. Et donc, la prochaine carte qu'on jouera, on en reparlera tout à l'heure, c'est de changer et de tester d'autres variétés et de rentrer dans une dynamique de sélection aussi pour que ces variétés qui ont été sélectionnées en plein soleil, enfin pour adapter, pour avoir des variétés, pardon, adaptées à l'ombrage et arrêter de suivre des variétés qui sont adaptées au plein soleil et où on voit quand même qu'on arrive à des systèmes limités, même si on a quelques pistes d'itinéraire technique pour valoriser au mieux ces variétés adaptées au soleil. On arrive quand même dans une impasse en termes de production. Donc on en reparlera un peu tout à l'heure, je pense. Et j'en profite à nouveau ouais, sur ces notions-là de comment est-ce qu'on plante les arbres. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit sur une année de canicule d'avoir, on le voit bien enfin, sur les deux photos, l'opacité de cette ombre, on est autour de 90% sûrement d'ombrage. Donc on est sur quelque chose de très opacifiant et d'où notre logique de retourner plus régulièrement dans les arbres pour ouvrir les canopées et pour avoir au lieu d'avoir vraiment un contraste très fort ombre-lumière, mais d'avoir quelque chose de plus filtrant, de plus tamisé et donc peut-être de moins stressant aussi pour les légumes de faire ces grands écarts. Et globalement, sur cette question-là, on pense aussi à la suite du système et de nos noyers. Et tous les arbres n'ont pas la même densité de feuillage non plus. Donc, on se questionne d'ores et déjà de qu'est-ce que vont devenir ces modalités, ces noyers quand on les coupera ou quoi, ou est-ce qu'on n'envisage pas déjà de planter d'autres types d'essences avec des pieds moins opaques et qui pourraient nous permettre d'avoir une qualité d'ombrage différente aussi. Donc, tout ça, c'est des leviers qu'on envisage de creuser. Ouais. Euh, Il y avait une question oui, sur les stress hydriques des salades. peut-être répondre à cette question. Bah, c'est ce que tu viens de dire, Ok. hein, ouais. On va tester d'autres arbres, effectivement. Ok. Parce que les noyers, en fait, c'est des arbres qu'on a hérités du site. Mais concrètement, en termes d'arbres microclimatiques qu'on rabat régulièrement pour ouvrir plus ou moins pour moduler la lumière, c'est pas une essence adaptée. Quand on monte dans les arbres, on voit qu'il y a des plaies de taille qui se referment pas très bien. C'est pas un arbre qui aime être embêté. Enfin, je sais pas s'il y a un arbre qui aime bien être embêté. Mais en tout cas, il y a des arbres qui y répondent mieux que le noyer. Et donc, effectivement, c'est sûrement pas l'individu d'un point de vue juste gestion microclimatique. Après, il a des effets intéressants sur la valorisation du bois d'œuvre ou autres qui sont, ouais, qui nous portent profit aussi. Mais sur la gestion du bouclier, son ouverture et sa résistance, son acceptation de la taille, entre guillemets, c'est pas le meilleur arbre. Camille, il faut qu'on fonce, on a déjà On a du retard. 20 minutes de retard. Ok, et sur les stress hydriques, non, on n'a pas mesuré le stress hydrique des salades. Pourtant, on est équipé d'une chambre à pression, mais juste on n'a pas eu le temps de passer sur les salades. C'est pas non plus la culture. Encore une fois, il y a des cultures qui sont plus ou moins suivies dans nos modalités, parce qu'on a envie de tester plein de choses, mais après elles sont plus ou moins mesurées, quoi, on va dire, sur différents indicateurs. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas fait ça sur les salades. Les tomates, Et on finit là-dessus. On ne retient pas longtemps. allez, et on finit là-dessus. Les tomates, donc vous avez toujours nos trois photos avec finalement des tomates donc coulis. Donc comme le disait Valentin, c'est des variétés qui sont à croissance déterminée et qui buissonnent en élagué. Elles n'ont pas envie de buissonner. En tout cas, elles commencent à buissonner, mais au démarrage, elles n'avaient pas du tout envie. Donc on a vraiment une croissance à l'ombrage qui commençait à faire une tige et qui montait. Alors qu'en soleil, au soleil, donc ça c'est des photos mi-juin, vous voyez qu'elles ont buissonné, enfin vous voyez plus ou moins, mais qu'elles ont vraiment buissonné, elles ont émis plein de tiges de gourmands dans tous les sens, tandis que voilà, en agroforesterie moins. Donc on avait cet étiolement qui reprenait le dessus avec une masse surfacique aussi qui diminue à l'ombrage. Elles ont quand même fini par buissonner un petit peu nos tomates, par émettre des gourmands, mais c'est vrai que c'est vraiment venu tard et vraiment sur les rameaux du dessus. Et donc, on a toujours cette croissance donc, qui se met en place sur nos tomates. Qu'au dire de plus sur les tomates, pas grand-chose, à part on fonce. À part que en ce moment, donc ça c'est une photo prise hier, on voit apparaître notamment dans le témoin et la modalité tétard des problèmes de cul noir sur nos fruits. Euh, oui, c'est ça. Et pourquoi Oui. c'est moins en élagué, non? Ah, pardon, oui. Il y a une Ouais. faute. Ouais, le moins, il est en élagué. Ouais. Voilà, donc beaucoup plus en témoin, un peu moins en tétard et Pas pas, du pas tout. trop en.
Et donc, on se pose la question, c'est un phénomène dont on a parlé un peu tout à l'heure, qu'on a vu aussi apparaître sur poivron beaucoup l'année dernière et aussi sur tomate, l'air de rien, même si c'était quand même moins que sur poivron. Et voilà, on essaie de comprendre l'origine du problème qui serait lié donc à enfin, au calcium dans le fruit, qui serait moins important dans les fruits touchés avec le cul noir. Donc, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a un problème dans l'irrigation, trop d'eau, pas assez d'eau? Ou est-ce que c'est les températures extrêmes qui viennent jouer au moment où on irrigue aussi et où voilà, l'eau est répartie aussi ailleurs quand il y a des températures extrêmes, qui fait que le fruit peut-être chope ce truc, ce cul noir. On est vraiment en farfouillage de comprendre ce qui se passe et donc que dire de plus, on cherche. Eh ben, Notamment enfin, au niveau de pilotage de l'irrigation, de tester. sur l'irrigation, enfin, en gros, le souci, c'est pas la provenance de calcium parce qu'on est sur des terres relativement basiques. Donc, on pense qu'on a une activité biologique qui fait que, enfin, on est sur des terres basiques et avec une activité biologique intéressante. Donc, le calcium ne devrait pas être complètement inatteignable par la plante. Donc, ça soulève trois grandes questions. Ce que disait Camille, des températures extrêmes qui font qu'on a des flux de sève où la plante, ce qu'on revoit un peu dans la littérature, pourrait favoriser l'apport de calcium vers le feuillage plutôt que vers les fruits, donc la carence, donc le cul noir. Une question aussi de pilotage de l'irrigation. Donc, on était un peu entre les deux de se dire est-ce qu'on sous-irrigue ou est-ce qu'on sur-irrigue. Ce que nous indique le sol en termes d'humidité quand on fait quand on fait des retours à la bêche ou à la gouge, on voit qu'on n'est pas en stress d'irrigation. Et la piste de la surirrigation est un peu étonnante dans le sens où, dans la modalité élaguée, elle a très peu de cul noir et elle reçoit les mêmes volumes, plus ou moins, que la modalité plein soleil, alors qu'elle a une capacité d'évapotranspiration bien plus faible. Donc, ce qui semble être souligné fortement, c'est une réponse aux températures extrêmes qu'on a là depuis un mois, et peut-être une sensibilité aussi de la variété. Du coup, s'il faut conclure assez vite, on a quand même pas mal de choses sur le feu, sur ces essais. Ce qu'on voulait mettre en place dès le début, mais qui finalement prend plus de temps que prévu d'un point de vue méthodologique, c'est de créer des situations de stress hydrique sur nos cultures, notamment sur les tomates, où on a prévu, grâce enfin, à plusieurs approches, d'évaluer la quantité d'eau apportée de confort et pouvoir les stresser. Donc, en gros, cette approche, elle combine d'une part les calculs de l'évapotranspiration réelle dans nos modalités agroforestières et dans le témoin, grâce à voilà, un modèle qu'on a développé à partir d'équations qui nous permettent de retrouver ces ETP. Donc les vrais ETP dans nos modalités agroforestières en témoin, qui vont nous donner en gros, avec aussi la pluviométrie de la veille et l'irrigation de la veille, les quantités d'eau à apporter pour recharger la réserve facilement utilisable d'eau dans les sols. Donc on va raisonner en variation de ce réservoir par rapport à ce qui sort via l'ETP et via ce qui a été apporté la veille par irrigation au pluvieux. Et à partir de ce volume d'eau de confort, d'infliger à une moitié de nos planches un régime de stress à 30 ou 50% de moins. On n'est pas encore tout à fait calé sur le pourcentage, mais c'est l'idée. Donc là, vous voyez que chacune, quand on voit une clarinette, là, avec les départs de nos gouttes à gouttes et des compteurs qui sont tous connectés et tous, et donc qui nous permet de quantifier l'eau qu'on apporte à chacune de nos planches, mais aussi d'ouvrir ou de fermer les vannes automatiquement pour apporter précisément un volume d'eau. Donc ça, tout ça, c'est en place, ça a mis du temps, donc c'est en place là, maintenant. Maintenant, ce qui nous reste à finaliser, c'est le modèle pour calculer le TP, donc savoir l'eau à apporter. Et on a du retard par rapport à ça. On voulait le faire dès le début de la saison, on n'a pas pu. Donc on va essayer de le faire dès la semaine prochaine peut-être, ou la semaine d'après, mais on arrivera sur un stress en fin de période, quoi. Voilà. On sera beaucoup plus opérationnel l'année prochaine. Voilà. Là, on essuie les plâtres, mais c'est un dispositif un peu ambitieux aussi, donc c'est normal qu'on soit pas hyper opérationnel. Et l'idée de ce dispositif, ce sera vraiment de voir si dans un scénario, on arrive sur des tensions importantes au niveau de l'eau, de la gestion de la ressource en eau, on fait face à des restrictions où il y a juste moins d'eau disponible. Est-ce que là, l'agroforesterie a un rôle à jouer avec malgré tout un maintien de la production qui serait plus difficile en témoin? Parce qu'on a vu quand même qu'on a largement demain une meilleure efficience de l'utilisation de l'eau en agroforesterie
Donc, on produit avec moins de litres et donc ça peut devenir intéressant ce levier-là, même sur des cultures sélectionnées plein soleil, hein, de se dire que l'ombrage créé par les arbres ces années-là permet de maintenir quelque chose. Euh, L'autre levier sur lequel on va travailler dès l'année prochaine, c'est de carrément changer les variétés, ce que tu soulignais tout à l'heure, Martin, notamment sur la tomate, peut-être la salade, on verra, et même l'aubergine et le poivron. Enfin, on a des partenariats avec l'INRA d'Avignon qui pourraient nous permettre de tester dès l'année prochaine, de manière quasi sûre sur les tomates, des variétés qui ont été sélectionnées ailleurs et qui sont adaptées à l'ombrage ou à des milieux où il y a beaucoup, beaucoup moins d'ensoleillement que dans le sud. Et donc, on va commencer là-dessus et petit à petit entrer dans un processus de sélection variétale où on sélectionnera à chaque fois les individus les plus performants pour les réimplanter dans chacune de nos modalités d'ombrage. Et effectivement, on s'interroge, ce qu'on a déjà dit depuis tout à l'heure, sur mieux gérer cet ombrage, notamment dans les têtards où on a, comme on disait, un passage d'ombre fortement, enfin, d'ombre importante à d'un coup le plein soleil. Donc, ça tourne spatialement et puis en plus, c'est vraiment d'un extrême à l'autre. Et donc, on se demande comment un peu temporiser tout ça. Et donc, la piste d'éclaircir l'intérieur des houppiers des têtards, voilà, c'est ça peut-être qu'on va explorer de cet hiver. En attendant, de faire d'autres dispositifs ailleurs, avec d'autres arbres. Et voilà. Merci beaucoup. On est désolé d'avoir complètement exposé le temps. C'est ouais, on est dépassé d'une demi-heure, mais en tout cas, merci pour les questions. Merci d'avoir été présent. Vous Et pouvez trouver nos résultats sur le site d'Agrouf. alors, les résultats passés sont sur le site Ouais, d'Agrouf et sur Arbre Ratatouille, mais les résultats, même de l'année dernière et de cette année, enfin de cette année, on ne les a pas encore. Là, on vous montre quelque chose qu'on fait à chaud. Les résultats de nos suivis avec des graphiques, machin, tout ça, ce sera disponible plutôt cet automne au prochain webinaire, donc en octobre, c'est ça? ouais, Là, on pourra davantage présenter des graphiques et les résultats, ils seront disponibles sur le site internet aussi du projet. Les replays sont aussi disponibles d'ailleurs, oui. etc. Ouais, ouais, peut-être, oui, comme dit Vincent, là, pour la conclusion, c'est une bonne conclusion. C'est qu'il y a encore plein de sujets à approfondir, qu'on est loin de maîtriser les systèmes agroforestiers, qu'on est content de voir des comportements, et je le dis entre guillemets, dans une période de canicule, et qu'on voit qu'en fait, à chaque saison, on apprend à piloter ces systèmes de façon de plus en plus précise et qu'on est loin encore d'avoir une recette toute faite, de dire voilà, vous êtes ici, c'est cet arbre-là, à cette densité-là, et vous faites ce type de légumes. C'est encore assez exploratoire. On a des grandes lignes quand même hein, qui se dessinent. On commence à avoir du recul, mais il faut continuer à se poser pas mal de questions. Voilà. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions ou à venir visiter le site à différentes occasions. Voilà. Merci en tout Hop. cas. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut se dire au revoir. Au revoir tout le monde. Merci à vous.